Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un vrai casse-tête pour quiconque investit. Ah oui, Comment on fait pour dormir sur ses deux oreilles, en sachant son capital protégé, mais sans pour autant couper les ailes à une position qui pourrait vraiment s'envoler? c'est le dilemme permanent. C'est un exercice d'équilibriste en fait. C'est ça. Et pour ça, on a des outils, principalement le fameux stop loss et sa version un peu plus évoluée, le trading stop. Mais le piège, ce serait de les voir comme de simples assurances. Oui, un truc qu'on pose et qu'on oublie. Exactement. Alors qu'en réalité, ce sont des instruments de pilotage. Ça demande une vraie réflexion, une vraie stratégie derrière. Et c'est exactement l'angle qu'on va prendre. L'idée, ce n'est pas juste de lire un mode d'emploi. On va essayer de plonger dans la mécanique fine de ces outils. Comment on les calibre? Qu'est-ce que les graphiques nous disent vraiment? Et surtout, qu'est-ce qui marche quand on regarde les chiffres, les données en face? Tout à fait. Et pour ça, on a une pile de sources assez riche. On a des guides très pratiques, on a aussi une analyse de stratégie de fond et la pièce de résistance, une étude quantitative qui a passé au crible 2 millions de transactions. Ah oui, 2 millions. Là, ça commence à parler. Là, on va pouvoir confronter la théorie à la pratique à grande échelle. Parfait. Alors commençons par la base de la base, la fondation de toute gestion du risque, le stop loss. Le filet de sécurité. C'est ça, l'ordre de base qui clôture une position si elle atteint un certain seuil de perte. Simple, efficace. Mais j'ai l'impression que cette simplicité, c'est un peu un piège. On entend tout le temps « je mets un stop à 10%». Oui, Ça paraît logique, mais est-ce que ça l'est vraiment? c'est le premier écueil, justement. Placer un stop basé sur un pourcentage fixe, au fond, c'est souvent une décision arbitraire. Pourquoi 10 et pas 8 ou 12? Voilà, ça ne dit rien sur la dynamique de l'actif lui-même. Une des sources propose une approche bien plus fine, baser son stop sur la structure même du marché. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder son portefeuille, on regarde le graphique? On se base sur les fameux niveaux de support et de résistance. Précisément, l'idée c'est que ces niveaux, ce ne sont pas des lignes imaginaires, ce sont des zones psychologiques très concrètes. D'accord, un support, c'est un plancher, où les acheteurs ont déjà montré leur force. Une résistance, c'est un plafond. Du coup, placer son stop juste au-delà d'un de ces niveaux, ça donne un signal qui a du sens pour tout le marché. Ah, je vois. L'idée ce n'est plus j'ai perdu X%, mais mon hypothèse de départ est invalidée. C'est exactement ça. Si on achète une action parce qu'elle rebondit sur un support et qu'elle finit par casser ce support, le scénario n'existe plus. La sortie n'est plus une décision émotionnelle. Non, c'est une conclusion logique. On sort du subjectif pour entrer dans l'objectif. D'accord. Une des sources illustre ça avec un exemple de vente sur l'euro-dollar. La position est ouverte sous une résistance, le stop-loss, il est donc placé juste au-dessus. Si le prix l'a franchi, ça veut dire que la dynamique a changé. Le scénario de baisse et il est mort, faut sortir. Sans état d'âme, le bénéfice est clair. Ça force la discipline, ça évite qu'une petite perte devienne une catastrophe. Mais il y a un revers à la médaille, non? Ce moment incroyablement frustrant où le cours fait une petite incursion, il déclenche notre stop Et repart direct dans le bon sens. et repart aussitôt, oui. Ah, ça, c'est l'inconvénient majeur. Ce que les Américains appellent le whipsaw. Un aller-retour violent, trompeur, le marché teste une zone, il élimine les stops qui sont placés là, et puis il reprend sa tendance. C'est le jeu. C'est le jeu, oui. Et c'est ce qui nous amène à la question suivante. Si le stop-loss est là pour couper les pertes, comment on fait pour laisser courir les gains sans risquer de tout rendre au marché? Et c'est là qu'intervient son cousin dynamique. Le trailing stop, le stop suiveur. L'idée est séduisante, Le stop n'est plus fixe, il remonte automatiquement à mesure que la position gagne. C'est ça. Si on achète à 100 avec un trailing stop à 10%, le stop de départ est à 90. Si le cours monte à 150, le stop n'est plus à 90, il est remonté à 135. On a déjà sécurisé 35 points de gain. Voilà, tout en laissant le potentiel de hausse intact. Mais on retombe sur le même problème. Le pourcentage fixe, Oui. Un trailing stop à 10%, ça peut être parfait pour une action tranquille, mais beaucoup trop serré pour une crypto en pleine folie. donc il nous faudrait un outil qui s'adapte en fait, un stop intelligent qui sait quand donner de l'air au cours et quand le marquer de plus près. C'est exactement le but de l'ATR Trailing Stop, l'ATRS. Il est basé sur l'Average True Range, l'ATR. L'ATR, Pour faire simple, l'ATR, ça mesure l'amplitude de mouvement moyenne d'un actif. C'est un peu comme le pouls du marché. le pouls du marché, j'aime bien l'image. C'est ça, quand le pouls s'accélère, que le marché est très volatile, la TRS va automatiquement éloigner le stop de la position. Pour ne pas se faire éjecter sur un simple soubresaut. Voilà.
Et à l'inverse, quand le marché est calme, que le pouls est lent, il va resserrer le stop pour protéger les gains plus vite si ça se retourne. C'est une approche qui écoute le marché. D'accord. Là, on sort de la théorie parce que c'est bien beau d'avoir des outils sophistiqués, mais est-ce que ça marche en vrai? J'ai vu que l'une des sources a analysé des millions de transactions. Ça m'intéresse. Hop, l'étude de Data Driven Investor, elle est pleine d'enseignements. Qu'est-ce que les données nous disent vraiment? D'abord, elle confirme que la stratégie la plus simple, le buy and hold, acheter et garder, offre souvent le meilleur rendement. Moyen. Mais c'est une moyenne qui cache les extrêmes. C'est aussi la stratégie qui expose aux plus grosses pertes. Exactement. À l'opposé, utiliser un take profit fixe, ça donne le plus haut taux de réussite. 57% des trades sont gagnants. Mais il y a un défaut majeur. On coupe les gains exceptionnels. On se coupe systématiquement de ces fameuses actions qui font toute la performance d'un portefeuille. Et le trailing stop est situé où, lui, entre ces deux extrêmes? Et c'est là que ça devient fascinant. L'étude montre que le trailing stop, quand il est bien calibré, avec un écart entre 20 et 40% pour les cryptos de l'étude, est l'une des très très rares configurations qui parvient à battre le buy and hold. Ah oui? Il réussit à capturer une grande partie des tendances tout en offrant une protection sérieuse. Il trouve ce fameux point d'équilibre. C'est dingue de voir que les données confirment cette intuition. Donc, on a la bonne stratégie, on a le bon outil, on le place au bon endroit en se basant sur le marché, on appuie sur le bouton et on peut aller dormir tranquille. Ce serait trop beau. Ou est-ce qu'il y a des pièges, des moments où l'ordre ne s'exécute pas comme prévu? C'est le point crucial. Vous venez de décrire le risque de slippage, le décalage. C'est la différence, parfois douloureuse, entre le prix attendu et le prix réel de la transaction. Concrètement, ça veut dire que mon stop à 95 € peut être exécuté à 92 et la perte est plus grande. Exactement. Dans un marché liquide et calme, ce décalage est minime. Mais, lors d'une annonce économique, d'une publication surprise, Là, tout peut arriver. un déséquilibre brutal peut survenir. Le carnet d'ordre se vide et votre ordre stop, il est exécuté au premier prix disponible, qui peut être bien plus bas. Une des sources donne un exemple très parlant avec BNP Paribas. Une fuite d'infos avant l'ouverture et le slippage sur les stops a été massif. D'accord. Ce qui nous amène à la question de fond. Qui sont les acteurs qui provoquent ces mouvements violents? On a l'impression d'être des petits poissons dans un océan agité par des forces invisibles. La source de Cédric Froment est très claire là-dessus. Les mouvements qui comptent sont initiés par les investisseurs institutionnels, les grosses mains, Les fonds de pension, les hedge funds. c'est ça, les baleines. Leurs achats massifs étalés sur des jours ou des semaines créent les phases d'accumulation, leurs ventes, les phases de distribution. Une des clés, c'est donc de surveiller les volumes. Une hausse d'évolue sur une journée de hausse, c'est souvent le signe que les institutionnels sont en train d'entrer. On suit les traces des géants. Froment parle aussi d'un autre facteur, moins connu mais qui peut être un catalyseur. Explosif. Le float. Le float ou flottant, c'est le nombre d'actions d'une boîte qui sont vraiment disponibles à l'échange sur le marché. D'accord. C'est le total des actions moins celles que gardent les dirigeants, l'État, ceux qui ne vendront pas, quoi. Un faible flottant, ça veut dire qu'il y a peu de titres en circulation. Et donc, la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. C'est l'image parfaite. L'exemple historique, c'est Volkswagen en 2008. Ah oui. Porsche annonce, à la surprise générale, détenir 74% du capital via des options. Si on ajoute la part de l'État allemand, il ne restait plus que 6% des actions en flottant. Et en face, tout le monde vendait à découvert. Énormément de fonds pariaient sur la baisse. Pour fermer leur position, ils devaient racheter des actions. Mais Il n'en avait plus. quasiment plus disponibles à la vente. Le fameux short squeeze, la liquidation forcée des vendeurs. Un short squeeze d'anthologie. Une demande paniquée, gigantesque, face à une offre quasi inexistante. Le cours de Volkswagen a été multiplié par 5 en 2 jours. C'est faux. C'est un cas extrême. Mais ça illustre la puissance phénoménale d'un faible flottant. D'accord. Donc, si on récapitule, on sait qu'il faut suivre les institutionnels, on sait que des facteurs comme le flottant peuvent créer des situations explosives. Comment on peut, nous, utiliser ces infos pour trouver des opportunités? Cédric Froment insiste beaucoup sur une anomalie de marché bien connue, le momentum. Le momentum. L'idée est un peu contre-intuitive, mais statistiquement, elle est robuste. Les actifs qui ont bien performé récemment ont tendance à continuer. Donc, on ne cherche pas la bonne affaire au rabais, on cherche les leaders les plus forts et on monte dans le train en marche. C'est exactement ça. Et comment on les repère, ces leaders? Par un processus de filtrage, en fait. On peut par exemple chercher des actions qui ont déjà gagné plus de 80% sur les derniers mois et qui n'ont pas trop corrigé depuis leur plus haut. Ça isole des titres déjà en tendance forte, probablement soutenus par les institutionnels. Et on achète. Pas n'importe quand. On attend une phase de consolidation, une pause.
Une sorte de respiration dans la hausse? Exactement. Cette pause prend souvent la forme de figures graphiques, comme un triangle ou une cup and handle. Une tasse de café, oui. C'est ça. Le signal d'achat est donné quand le prix casse cette figure par le haut, idéalement avec une augmentation des volumes. C'est le signe que la pause est finie. Et j'imagine que c'est là que tout ce qu'on a dit au début prend son sens. Le stop loss, on le place où, dans ce cas? Précisément, on boucle la boucle, l'achat se fait sur la cassure, et le stop loss se place logiquement juste en dessous de cette figure de consolidation. Ah oui, d'accord. Si le prix y retourne, c'est que la cassure était un faux signal, l'élan est perdu, notre scénario était invalidé. On lit l'entrée et la sortie. Le placement du stop n'est plus du tout arbitraire. Ça, c'est une idée forte. Et il y a un autre catalyseur que Fromen met en avant, qui se combine souvent au momentum, la surprise sur les résultats. Il parle du phénomène de PAAD. Le PAAD, Post-Earnings Announcement Drift, c'est la tendance observée d'une action à continuer de dériver dans la direction d'une surprise sur ses résultats pendant des semaines, voire des mois après l'annonce. On pourrait penser que le marché intègre l'info tout de suite. Pourquoi ce décalage? C'est la différence de vitesse entre les acteurs. Un particulier peut acheter en un clic, mais un gros fonds d'investissement, c'est un paquebot, pas un mort-bord. Ils mettent des semaines à acheter toutes les actions qu'ils veulent. C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. Ils doivent analyser, valider et surtout, ils ne peuvent pas acheter des millions d'actions en une fois sans faire exploser le prix contre eux. Cette accumulation lente, elle entretient la tendance. D'accord. Et Froment donne même la recette d'un PEA potentiellement explosif. La recette miracle? Je suis preneuse. Disons les ingrédients d'un cocktail à fort potentiel. Primo, une surprise massive, un bénéfice par action qui explose de plus de 100%. Secondo, un faible flottant, pour l'effet kérosène. On en revient à ça. Et tertio, c'est crucial, une faible couverture par les analystes. Si personne ne suivait le titre, l'effet de surprise est total. Le potentiel de réévaluation est maximal. Et ça marche. Il cite l'exemple de l'action IDSA qui a coché toutes ses cases et a pris 1000% en à peine plus d'un mois. 1000%, d'accord. Bon, on a brassé énormément d'idées. Si on devait distiller l'essentiel, les quelques changements de perspective à retenir de tout ça, ce serait quoi? Le premier changement, je pense, ce serait arrêter de penser en pourcentage, commencer à penser en structure de marché. Oui, le stop loss n'est plus un chiffre arbitraire de perte, c'est la ligne qui invalide l'idée de départ. C'est un changement de philosophie. Le deuxième, pour moi, ce serait ne pas seulement se protéger des pertes, mais apprendre à protéger activement ses gains. C'est tout le rôle du trading stop adaptatif comme la TRS. On arrête de couper ses fleurs pour arroser ses mauvaises herbes. Très bien formulé. Un troisième point, ce serait de regarder au-delà du prix. Comprendre ses forces invisibles, le slippage et surtout le rôle des institutionnels. L'analyse des volumes, du flottant, c'est une nécessité. Et enfin, je dirais, cibler les anomalies structurelles. Plutôt que d'essayer de deviner l'avenir, s'appuyer sur des phénomènes documentés comme le momentum et le PAED. On ne cherche pas à avoir raison à chaque fois, mais à mettre les probabilités de son côté. Le fil rouge de tout ça, c'est la discipline et la nécessité d'avoir un plan. Tous ces outils ne servent à rien si on ne les applique pas systématiquement, ce qui permet d'éviter l'erreur la plus commune des débutants. Qui est de suivre aveuglement les conseils des autres et de se déresponsabiliser. Si je perds, c'est la faute du bourreau, si je gagne, c'est grâce à mon génie. C'est le meilleur moyen de ne jamais apprendre. La responsabilité de chaque décision, c'est la pierre angulaire. Pour conclure, une des sources présentait une étude fascinante. Elle montrait que sur le long terme, l'essentiel de la performance du marché, c'est dû à une toute petite minorité d'actions hyper performantes. La majorité des titres font moins bien que les indices. C'est le pouvoir des rendements asymétriques. Quelques gros succès qui compensent largement de nombreuses petites pertes. Ce qui amène à une question fondamentale sur la finalité de tous ces outils. Oui. Et c'est la pensée que j'aimerais laisser à méditer. Sachant cela, la décision la plus cruciale, ce n'est peut-être pas seulement de savoir comment couper rapidement un perdant, ça c'est l'aspect technique. Le plus difficile, Et peut-être le plus important, c'est de trouver le moyen, à la fois psychologique et technique, de rester investi le plus longtemps possible dans un vrai gagnant.